Comment les choses fonctionnent-elles avec l'API Completable Future ou Completion Stage? On va voir qu'en fait c'est la même API. Côté serveur d'abord, les choses sont en fait un petit peu plus simples. Essentiellement, on a la même structure de classe, même structure de service REST, avec les mêmes annotations. La seule différence, c'est que la méthode process qui exécute ce traitement long, elle n'a pas besoin de prendre un objet technique particulier qui va lui être fourni par JAX-RS. Elle prend juste cet objet message, qui est le paramètre qui arrive du client, et avec lequel on va faire notre traitement. Cette méthode, elle va avoir besoin de produire un résultat à partir de ce message. Pour produire un résultat, dans l'API Java 8, on a une lambda particulière qui est de type supplier. Et donc déjà, on va supposer que c'est un supplier de string par exemple. Et donc déjà, plutôt que de modéliser notre tâche dans un runnable, on va la modéliser dans ce supplier. C'est toujours une tâche. Donc je vais l'appeler task. Elle prend rien en paramètre. Elle fait un traitement. Et ce traitement va produire un résultat construit à partir du message que j'ai ici. Le fait de créer ce résultat, c'est juste une lambda, ça ne prend absolument pas de temps. C'est l'invocation de la méthode get de ce supplier qui éventuellement va prendre du temps. Et puis à partir de ce supplier, je vais créer une tâche asynchrone avec l'API Completable Future. Completable Future. J'ai une méthode factory pour exécuter cette tâche qui s'appelle supply A5. Et ce supply A5, je vais lui passer à la fois la tâche et l'exécuteur service que j'ai injecté en tant que ressource dans ma classe. Et l'invocation de cette méthode supply A5 va me retourner un objet de type completable future de string que je vais appeler CF, et c'est cet objet que je vais retourner. Return CF. Ce qui veut dire que ma méthode process qui retournait void dans le cas asynchrone avec callback, maintenant elle ne retourne plus void, elle retourne un completable future que je vais appeler CF. Donc ici, côté serveur, j'ai un pattern qui est beaucoup plus simple. Le pattern côté client, il est beaucoup plus simple également. Je commence par créer mon client, ma target, mon pass, que je résous parce qu'en fait j'ai fait un template. Tout ça, ça ne change pas. Et sur cet objet target, je vais avoir le même genre de pattern. J'appelle la méthode request qui va me construire ma requête. Dans le cas asynchrone, j'appelais une méthode A5 pour dire que cette requête était asynchrone. Dans le cas réactif, j'appelle une méthode RX à la place de A5 qui informe JAX-RS que la requête que je fais, c'est une requête réactive. Alors la différence entre asynchrone et réactive, elle est un petit peu subtile. Dans un premier temps, on va supposer que c'est la même chose et que la différence, elle est purement technique. Derrière, je vais faire mon get. Et à ce get, je vais lui passer une classe qui en fait va être string.class. Et qui doit correspondre à la classe du supplier que j'ai fourni ici. Ce que je suis en train de lui dire, c'est que cette requête doit me retourner une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, elle est produite par la tâche qui est là, qui est un supplier de string, donc il s'agit d'une chaîne de caractères. Et en fait, cette chaîne de caractères, elle fixe également le type du completable future que j'ai ici. Le fait que je passe un supplier de string à cette méthode supply A5 fait que là, j'ai un completable future de string qui m'est retourné. Et ça, c'est le type de retour de la méthode process. Donc ça, c'est ce que je suis en train de dire en fait à l'API client de JAX-RS, c'est que le résultat qui va être produit, c'est une chaîne de caractères. Si je ne passe pas de paramètres à la méthode get qui se trouve ici, j'ai aussi cette possibilité. À ce moment-là, je vais récupérer directement un objet response, qui est un objet JAX-RS, que je vais pouvoir interroger pour toutes les informations qu'il contient. Et ça va me fournir un objet de type completable future de string
que je vais appeler CF. Et ça va me le fournir immédiatement. On peut comparer ce pattern au pattern précédent qu'on avait tout à l'heure, avec le truc asynchrone qui était target.request.async.get et auquel j'avais passé mon callback. Callback est un objet technique un petit peu plus compliqué avec ces deux méthodes à implémenter. Donc ça, c'est la comparaison entre le pattern réactif et le pattern asynchrone. Alors maintenant, ce completable future, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Ce completable future, il m'est retourné immédiatement. D'accord? Completable future, tout ça, ça s'exécute immédiatement. Ma tâche, elle va produire cette chaîne de caractères un peu plus tard, puisqu'elle va s'exécuter dans le manage executor service qui est ici. Ce completable future, je vais l'obtenir immédiatement. Donc là, je suis en synchrone et j'attends absolument pas. Ce completable future, en fait, il marche comme le future de Java Util concurrent. D'ailleurs, completable future, c'est une classe qui étend future, qui implémente completion stage, et completion stage est une extension de future. Donc completable future est une espèce de surensemble de future. Tout ce que c'est faire un future, un completable future, c'est le faire aussi. Et donc si je veux récupérer le résultat qui va arriver quand mon supply A5 aura terminé son travail, plus exactement quand cette tâche aura été exécutée dans mon exécuteur service, je peux tout simplement faire un get dessus. Et le get, il va être bloquant. Donc, je vais passer d'un système synchrone qui n'est pas bloquant à un système synchrone qui va devenir bloquant parce que le get, il me rendra la main que quand le supplier aura fini son travail. Et ce n'est pas ce que je veux faire. Donc, à présent, on va voir les fonctionnalités que completable future ajoute à future pour réagir quand l'objet qui doit être créé par ce supplier va effectivement devenir disponible.